Madame, Monsieur, bonjour. Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial. Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et welcome to my last future. Aujourd'hui donc, comme je vous l'avais promis dans les deux dernières vidéos, si c'est pas déjà fait, si vous n'avez pas bien vu, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne pour aller les voir, ou je vous mets un petit lien pour aller voir la première. On va donc terminer cette série de vidéos sur la saga Retour vers le futur et particulièrement basée sur les anecdotes. Bon allez, introduction trop longue, c'est parti pour la fin des anecdotes. Pour le tournage du deuxième épisode, Michael J. Fox remarqua qu'il avait moins d'habilité au skateboard que pour le premier 4 ans plus tôt, et on pensait qu'il avait perdu sa dextérité depuis. Mais en réalité, on n'oublie jamais vraiment le skate, comme le vélo d'ailleurs. Michael J. Fox comprit d'ailleurs malheureusement plus tard que c'était les premiers signes avant-coureurs de sa maladie de Parkinson, dont le diagnostic fut posé en 91. Et d'ailleurs, je fais un petit arrêt là-dessus parce que quand même je dois rendre hommage à cet acteur, puisque vraiment, depuis qu'il a diagnostiqué voilà, sa maladie de Parkinson, il a lutté corps et âme en créant une association, etc. et en essayant de lutter contre cette maladie. Et d'ailleurs, il y a quelques temps, d'ailleurs, avant que je poste cette vidéo, j'ai appris d'ailleurs qu'il a gagné, je crois, un Oscar d'honneur pour son combat contre Parkinson. Et c'est quand même sa carrière un peu folle quand même dans le cinéma. Il a quand même joué dans une saga iconique. Donc, j'aimerais qu'on lui rende hommage dans les commentaires. Donc, si vous voulez rendre hommage, n'hésitez pas à mettre en commentaire Michael J. Fox, le boss. Le fameux taxi jaune du futur que prend Biff pour aller à la DeLorean est tout bonnement une Citroën DS. Cocorico! C'est lorsque le designer était en train de dessiner un taxi futuriste qu'un collègue lui dit que son dessin rappelait fortement une Citroën DS. C'est alors que l'idée d'utiliser directement cette voiture est née. Et d'ailleurs, ce taxi est conservé par l'entreprise française de location de voitures de films Movie Car Central. Et d'ailleurs, je vous mets en petit épinglé la vidéo de cette entreprise qui montre leur collection de voitures, dont celle-ci. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène? Et dans laquelle voilà ce qu'il advient de moi. Alors bien sûr, cette scène fait référence aux actions qu'a provoqué Biff du futur en donnant le livre au Biff du passé, hein, mais c'est aussi une belle référence à un film qu'a fait Christopher Lloyd. Je sais pas si vous vous souvenez de ce célèbre film, mais est-ce que vous vous souvenez de Vol au-dessus d'un nid de coucou, sorti en 75 avec un très grand acteur, hein, qui était Jack Nicholson d'ailleurs. Et oui, on l'oublie, hein, mais Christopher a joué dans ce film, et a donc joué un fou. Alors cette anecdote, je l'adore, moi de mon côté, personnellement. Il faut savoir que dans le 3, on cite énormément un acteur très souvent utilisé dans les rôles du Far West, à savoir Clint Eastwood. Et donc pour le film, ils sont allés directement demander à l'acteur pour avoir son autorisation pour utiliser nettement ce film. Et l'acteur a répondu non, qu'ils aillent se faire voir. Non, c'est totalement le contraire, il a même accepté corps et âme, et en est même flatté d'ailleurs qu'on parle autant de lui dans ce film. Quand Marty, après avoir longé à pied le chemin de fer, arrive à Hill Valley, il entre d'abord dans la gare et la caméra monte au-dessus du toit du bâtiment pour nous faire découvrir une vue panoramique de la ville. C'est exactement le même plan en travelling que dans le film Il était une fois dans l'Ouest d'ailleurs, sorti en 68, lorsque le personnage joué par Claudia Cardinale, Jill McBain, arrive en ville à Flagstone. Les trois acolytes qui sont en train de jouer aux cartes dans le saloon sont donc les acteurs Dub Taylor, Pat Bertram et Harry Carey Jr., qui sont connus pour jouer les ivrognes, des citadins ou des personnages de saloon dans une centaine de westerns. Autant vous dire que ces trois-là connaissent le monde de western jusqu'au bout de leur petit colt. Le serveur du saloon, Louis, est joué par l'acteur Matt Clark, qui jouait déjà un serveur de saloon dans Josey Wales hors la loi en 1976. Un film d'ailleurs dans lequel Clint Eastwood lui demandait s'il avait du whisky, et le barman lui répondait qu'il n'y en avait plus. Et donc la référence est trouvée puisqu'en effet dans le 3, Marty qui se fait appeler Eastwood lui demande de l'eau et Matt Clark lui répond « Ici, les verres, on les remplit de whisky. » Il fallait bien que j'en place un jour, une fois quand même dans toute cette liste de vidéos, donc on va parler aussi des petits moments de caméraman. En effet, alors que Marty vient de sortir du salon et que Buford et ses acolytes sautent sur leurs chevaux, on voit Marty courir
Et sur la gauche de l'écran, on distingue clairement derrière un membre de l'équipe du film en short bleu et t-shirt blanc en train de courir avec une caméra à côté de lui. Je vous mets le timecode si je ne l'ai pas trouvé parce que je dois avouer que la scène doit être un peu... soit elle a été cutée, soit je ne l'ai pas trouvé. Mais je vous mets quand même le timecode et au cas où l'image aussi derrière. Il faut savoir que dans la trilogie, on fait énormément de petits clins d'œil à la science-fiction, notamment celle de H.G. Wells, qui était un très grand romancier. La référence va plus que très loin, puisqu'en effet, l'arrière-petit-fils du romancier joue dans la trilogie. Simon Wells, qui avait déjà travaillé sur Qui veut la peau de Roger Rabbit, participa au design de la machine à petit déjeuner que l'on voit chez Doc dans l'épisode 3, ainsi qu'au look très Jules Verne de la locomotive à voyager dans le temps à la fin du film. Je trouve ça d'ailleurs une très belle référence d'avoir mis quand même Wells à l'intérieur, puisqu'en effet quand même au niveau de la science-fiction c'était un maître mot. Lorsque le grand groupe de rock ZZ Top est arrivé sur le plateau pour jouer les scènes à la kermesse, des membres de l'équipe ont d'abord cru qu'il ne s'agissait que de figurants, avant de réaliser que c'était bien le légendaire groupe de rock. Michael J. Fox raconte d'ailleurs qu'il a adoré tourner avec eux car il jouait toujours des morceaux de blues avec les guitares acoustiques et faisait des petites séances d'improvisation entre les prises. D'ailleurs, en continuant sur le groupe, il faut savoir que la chanson Double Back a été spécialement écrite par le groupe pour le film Retour vers le futur 3 et a non seulement été numéro 1 dans les charts de radio rock durant 5 semaines, mais également nommé pour un MTV Video Music Award en 90 pour la meilleure vidéo d'un film. Quand Marty lance le plat de tarte à Buford Tannen pour empêcher de tuer Doc, il remarque que le plat porte l'inscription Frisbee. En 1871, la Frisbee Pie Company livrait des tartes pour des moules que les étudiants sur les campus se lançaient pour s'amuser. La Frisbee Pie Company doit son nom au pâtissier américain William Frisbee, et aujourd'hui l'orthographe du jouet a été modifié en Frisbee. On vous le dit les enfants, il faut arrêter de jouer avec la nourriture, ça donne des mauvaises idées ensuite en marketing. Le gang de Needles, présent avec lui sur sa voiture lors de la course du feu rouge, est un mélange des 3 gangs des 3 films. Un du gang de Biff en 55, avec l'acteur Gigi Cohen qui joue Skinhead, un gang de Griff en 2015, joué par l'acteur Ricky Dream Logan qui jouait Data, et un du gang de Buford en 1885, joué par l'acteur Christophe Wine qui jouait Sean et possédait la majorité des répliques, les 2 autres étant surtout des cascadeurs. Pour les concept art demandés à différents artistes qui devaient proposer des versions du train spatio-temporel, Zemeckis s'invita à s'inspirer du sous-marin Nautilus, que l'on voit d'ailleurs dans la version Disney de 20 000 lieues sous les mers. Cela se voit bien évidemment dans la version finale retenue par l'artiste Simon Wells, au niveau du chasse-pierre à l'avant du train, rappelant la crête située à l'avant du Nautilus. D'ailleurs, si vous vous souvenez, le train de Doc est d'ailleurs surnommé le train Jules Verne. Si vous avez encore un peu de chance, je crois me souvenir que la petite maquette est exposée à l'Universal Studios à Orlando en Floride. Et pour bien sûr pas se le cacher, une grande maquette avait été faite, mais malheureusement, elle est stockée dans des studios d'Universal aujourd'hui. Il existe une grande question à la fin du film. Comment Doc a-t-il pu construire cet incroyable train à voyager dans le temps avec les moyens de 85 ? Une première théorie consiste à dire qu'il y a tout simplement trouvé une autre façon de voyager dans le temps, autre que celle utilisant le convecteur temporel, et qu'il est ensuite parti dans le futur pour trouver de quoi équiper son train pour qu'il vole. Une seconde théorie est qu'il a vécu assez longtemps, par exemple jusqu'à dans les années 1940. N'oublions pas que ce cher monsieur a eu un truc de rajeunissement dans le 2, donc normalement il peut vieillir un peu plus longtemps. Et qu'il est ensuite retourné apporter la technologie nécessaire à son homologue de 1885. Enfin, une troisième théorie explique qu'il aurait utilisé la DeLorean de la mine, qu'il a peut-être réussi à réparer avec des composants de l'overboard, et ont permis de remettre en marche le convecteur temporel. Et ainsi, une fois qu'il a été dans le futur pour trouver de quoi faire son train, il a remis la DeLorean dans un état identique à celui dans lequel Marty devait la trouver en 55. De toute la trilogie, il y a un personnage qui a voyagé le plus lointain par rapport à son époque d'origine, et c'est Clara Clayton. Son époque d'origine naturelle est en 1885, et Doc l'ayant emporté encore plus loin que 1985 dans le futur. Quant à l'objet qui a été le plus éloigné de son point d'ancrage dans le temps, ce n'est pas la DeLorean, mais bien le Hoverboard, qui fut créé en 2015 et qui se retrouve en 1885. Et donc enfin pour terminer, il faut savoir que les droits de la trilogie appartiennent aux 2 réalisateurs, à savoir Robert Zemeckis et Bob Gale. Même si Christopher Lloyd a toujours dit en interview qu'il aimerait et qu'il voudrait bien qu'il y ait un 4 qui sort, Robert et Bob ont été très clairs. Aucun remake, suite ou autre ne sortiront tant qu'ils seront encore vivants.
Et vraiment, je trouve que cette idée d'avoir fait ça est fabuleuse, puisqu'en effet, on a pu le voir avec toutes les licences aujourd'hui qui sortent et toutes celles qui sont ressorties après. On peut clairement voir que ils ont bien fait. Parce que putain de bordel de merde, qu'est-ce qu'ils en ont sorti comme merde. Et franchement, j'espère de tout cœur qu'ils vont vivre encore longtemps, parce que cette saga reste vraiment culte, et j'ai vraiment pas envie qu'Hollywood la détruise, parce que s'il y a bien une chose qu'on retient de ça, c'est cette phrase. Le futur n'est jamais écrit à l'avance, pour personne. Votre futur sera exactement ce que vous en ferez, alors faites qu'il soit beau, pour chacun de vous. Voilà, c'est la fin de la vidéo et de la saga sur Retour vers le futur. Merci encore de les avoir toutes regardées. Si ce n'est pas déjà fait et que vous n'avez pas vu ni la 2 ni la 1, je vous invite bien évidemment à vous abonner, mettre la cloche et regarder les 2 anciennes vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, mettez un pouce bleu si vous avez aimé, mettez un commentaire si vous voulez partager aussi. N'hésitez pas non plus. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo spéciale pour Noël. Je vous indique juste quelque chose, j'espère que vous êtes prêts à avoir des casques ailés. Je vous retrouve donc la semaine prochaine et les futures semaines d'après pour les futures vidéos. C'était Iota en direct de la toile et à bientôt sur le passé ou sur le futur. Ciao!